Salut tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Marie Toussaint, qui est kinésiologue et aussi professeur à l'Université de Montréal au département de kinésiologie. C'est aussi l'ancien préparateur physique là, de Georges Saint-Pierre, couramment préparateur physique de l'équipe des Carabins et le seul depuis le fondement des Carabins, de ce que j'ai compris. Enfin bref, on l'a aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets sur la préparation physique chez les jeunes. Plusieurs sujets, en fait, beaucoup de mythes associés à l'entraînement physique chez les jeunes. On a parlé de composition corporelle, de poids, de façon de s'entraîner, etc. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie Lénaud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Sideline. On est vraiment chanceux de t'avoir. On va parler de plein de choses super intéressantes en lien avec l'entraînement, la préparation physique, etc. aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton expertise? OK. Bon, on va prendre un peu de temps pour ça. Je m'appelle Pierre-Marie Toussaint. Je suis professeur adjoint clinique au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, qui se nomme l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Alors, j'enseigne depuis 2001, fait que ça fait vraiment longtemps. Donc, ça, c'est le principal de ma tâche. Je suis aussi le préparateur physique des Carabins football. Donc, depuis 2002, depuis que l'équipe existe, en fait, parce que l'équipe existe depuis 2002. Donc, je suis préparateur physique avec eux. J'ai des associés, j'ai des assistants qui travaillent avec moi. Mon frère, qui est avec moi aussi depuis le début de l'équipe. On a David Ménard aussi qui est avec nous pour encadrer les athlètes. Je suis aussi préparateur physique de l'équipe nationale de boxe. Alors, l'équipe canadienne de boxe olympique depuis 2008. Non, excusez-moi, 2017. Ça fait 8 ans. Depuis 2017 que je suis avec eux. Je les ai accompagnés aux Jeux olympiques de Paris. Alors, ça, c'est une partie importante de mon travail aussi. Alors, je dirais, là, c'est les 3 grandes sphères de mon travail, en plus de quelques clients privés que je prends ici et là, mais j'ai de moins en moins de temps pour prendre des clients privés, mais il m'arrive d'en prendre. Là. OK. C'est super. Je pense que c'est exactement l'expertise qu'on recherche. Quelqu'un qui travaille avec beaucoup les athlètes de haut niveau quand même. On commence avec une question vraiment générale, puis tu peux développer dans la direction que tu veux. Une question qu'on se fait souvent poser. L'entraînement, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais chez les enfants ou chez les jeunes? Hein? L'entraînement, c'est primordial pour les enfants. Donc, l'activité physique en général. On peut même pas... Il faut voir plus grand que l'entraînement, mais l'activité physique en général, c'est essentiel pour les jeunes, pour leur développement moteur et même cognitif, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre le développement moteur et cognitif. Donc, oui, ça doit faire partie de leur développement. Alors, c'est pour ça qu'à l'école, il y a des cours d'éducation physique. Il faut leur donner leur vocabulaire cognitif, mais aussi leur vocabulaire physique et moteur. Et il y a des manques un peu au niveau de ce qu'on met à l'école en termes de développement moteur. Pas des manques au niveau de l'expertise. Les profs d'éducation physique sont très bien formés pour ça, mais au niveau du nombre d'heures qu'on accorde à ça. Là. Donc, on sait, c'est connu, les jeunes et les enfants bougent beaucoup moins qu'avant. Alors, il faut pallier à ça. Il faut essayer de trouver des façons de les faire bouger plus. C'est à l'école, oui, mais pas seulement à l'école qu'il faut les faire bouger. Donc, on a une part de responsabilité autant au niveau scolaire qu'à la maison de les faire bouger. Et si on va un peu plus spécifiquement, l'entraînement, donc là, je parlais d'activité physique en général, mais si on parle d'entraînement, bien, si un jeune veut... évoluer dans un sport, quel qu'il soit, ben là, on peut commencer à parler d'entraînement. Plus on avance en âge, plus on va parler plus d'entraînement que d'activité physique en général. Et oui, il y a de l'entraînement qui doit être fait et qui peut être fait avec les jeunes, en autant que c'est adapté
à leur niveau puis à leurs conditions. Donc, un jeune, c'est pas un adulte. Il y a certaines choses qu'il faut développer, certaines choses qu'il faut prioriser surtout pour les jeunes, mais définitivement, activité physique et entraînement, oui, ça doit être inculqué à nos jeunes. Puis justement, juste pour aller un petit peu plus en profondeur là-dessus, là, tu parles de... Pour les jeunes, c'est des choses différentes selon les adultes. Je me demande comment toi, tu sais, des professeurs, fait que j'imagine que même si tu gères un peu moins les jeunes, là, tu dois savoir quand même c'est quoi les adaptations qu'on doit faire, l'adaptation plutôt qu'on doit faire quand on a une population un petit peu plus pédiatrique. C'est quoi qu'il faut préconiser chez cette population-là? C'est très intéressant. Il faut éviter... comme je disais tantôt, de les entraîner comme des adultes qui doivent, eux, se spécialiser. Hein. Dès qu'on arrive à l'âge adulte puis qu'on se choisit un sport, une discipline, ben on va se spécialiser là-dedans. Chez les jeunes, il faut voir plus large. Il faut leur donner ce que j'appelle le vocabulaire moteur et physique. Donc, développer toutes leurs qualités physiques et motrices pour que, justement, il y ait un bon vocabulaire pour ensuite, quand ils vont se choisir une activité, une discipline, mais qu'ils aient tout le vocabulaire de base. C'est comme quelqu'un qui fait de la musique. On y apprend les bases de la musique, puis après ça, il pourra se spécialiser, mais il faut avoir les bases avant. Puis ces bases-là vont nous permettre d'être meilleurs dans ce dans quoi on va se spécialiser. Donc, l'entraînement pour jeunes ou l'activité physique pour jeunes doit être vraiment axé sur développer plein de qualités, savoir bien sauter, savoir bien courir, savoir bien faire des rotations, savoir bien... se tenir sur une jambe. Mm-hmm. Donc, tout ce vocabulaire-là qui doit être développé, puis ça ne doit pas être développé dans un sport en particulier, mais en faisant plein de sports différents, en faisant des parcours variés, en savoir lancer, j'ai oublié dans les habiletés de base, savoir lancer. Il y a des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, puis ils ne savent pas lancer une balle, ou ils ne savent pas sprinter, ils ne savent pas courir. Donc, c'est ces habiletés-là qu'il faut développer parce qu'ils vont nous servir. Si tu sais lancer... tu risques fort bien de savoir jouer avec une raquette parce qu'il y a des éléments de base dans lancer une balle qu'on va retrouver dans les sports de raquette. Si tu sais bien courir, ben ça va être très pratique pour si tu veux plus tard jouer au soccer ou jouer au baseball ou jouer au basket. Donc, c'est ces habiletés-là qu'il faut les développer chez les jeunes et surtout le faire dans un cadre qui est plaisant. Okay? Pour les garder... dans l'activité physique, il faut que ça soit le fun. Puis là, on entend plein d'histoires d'activités ou de sports compétitifs où les jeunes n'ont plus de plaisir à faire du sport parce que les parents les poussent trop, puis les parents exigent des choses de leurs jeunes, alors qu'on devrait juste les amener au sport, puis qui s'amusent, tout simplement. Fait que de ce que je comprends, chez la population pédiatrique, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un one size fits all, dans le sens que c'est comme, chez la population pédiatrique, tu veux de toute manière mettre une base égale à tout le monde avant d'aller dans des entraînements un petit peu plus spécifiques chez les enfants? C'est exactement ça. Et chez les jeunes, là, ce qui est une bonne nouvelle, c'est quand un jeune fait plusieurs sports. Okay? On l'amène, il fait un peu de soccer, il joue au hockey l'hiver, il joue au baseball, il aime le basket aussi, on lui fait faire du basket. T'sais. On cherche pas à ce qu'il soit bon nécessairement dans un sport en particulier, mais on lui fait faire tous les sports, puis il aime on l'amène à aimer tous les sports pour développer ses qualités. Donc, le plus large possible, il faut ratisser le plus large possible avec les jeunes et les enfants. Disons qu'on a un enfant là, qui, des fois, ça nous arrive, on avait aussi, vous n'êtes pas le premier invité qui nous parle justement de ne pas faire de spécialisation sportive. Puis moi, je me questionne, est-ce qu'il y a un type d'entraînement qui nous permettrait justement d'avoir ce one size fits all au lieu de l'inscrire au hockey, l'inscrire au soccer, l'inscrire au baseball? Est-ce qu'on pourrait dire, fais du HEET puis tu vas être correct pour comme... Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui, mais j'aime moins ça de dire... OK, on va essayer de trouver quelque chose, une seule activité qui va faire tout. Ça n'existe pas une seule activité qui fait tout. Au contraire, il faut l'amener dans tout. Puis, faut pas se laisser avoir par les entraîneurs. Par exemple, s'il fait du soccer, puis l'entraîneur dit « Ah, mais là, il vient pas assez aux pratiques, tout ça. » C'est correct, ça. C'est correct s'il fait juste une pratique de soccer par semaine parce qu'il doit aller aussi à sa pratique de basket. Tu sais, on n'est pas là pour qu'il se spécialise. On n'est pas là pour qu'il soit des champions à 10 ans, à 8 ans. Donc, si l'entraîneur n'est pas content, ben, vous lui dites qu'il va venir juste une fois parce qu'il fait d'autres activités puis il veut se développer globalement et non pas devenir le champion du monde à 8 ans au soccer.
Moi, j'ai des enfants là, qui sont autour de cet âge-là, 8 ans, tout ça. Puis une question qu'il y a beaucoup dans mon cercle, c'est est-ce que, oui, je pense que les gens croient quand même au multisport, tout ça, mais plusieurs personnes se posent la question, est-ce qu'on peut faire de l'entraînement comme en gym avec les enfants? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais d'aller dans un gym, faire de l'entraînement musculaire? Bien, en fait, on peut aller dans un gym, mais il faut faire des choses, encore là, que je reviens à ça, qui développent ses qualités de base. Ses qualités de base. Donc, c'est pas nécessairement on va amener un jeune puis on va faire du bench press. Okay? On va développer des qualités. On peut aller dans un gym puis faire un exercice où je dois lancer une balle sur un pied. T'sais, ça, c'est du développement moteur. Je peux aller dans un gym puis placer des cônes au sol puis lui faire un petit parcours d'agilité. Donc, les machines, pas la meilleure chose. C'est à moins qu'on rende l'exercice... on l'amène à être un exercice de coordination puis un exercice moteur. Là, on peut faire un exercice avec charge. Évidemment, une charge qui est adaptée à l'enfant, mais l'accent doit être mis surtout sur coordination, qualité motrice et plaisir. Puis... Donc, c'est sûr que c'est pas super le fun de se mettre sur un banc puis de lever des poids 10 fois. Mais dire à un jeune, OK, je t'organise un petit parcours, même si c'est dans un gym. Quand on est dans un gym, on n'est pas obligé d'utiliser les appareils d'une façon conventionnelle. Donc, si je prends un espace dans le gym, puis je donne une balle au jeune, puis je dis, là, tu fais un déplacement latéral, puis à chaque fois que tu arrives de chaque côté de ton déplacement latéral, tu lances la balle au mur, tu la rattrapes à une main. Ben, c'est un exercice aussi, mais c'est un exercice qui est axé sur le développement de qualités de base et non pas de qualités spécifiques comme la force, la puissance et tout ça, là, dans des exercices ultra spécifiques, dans des exercices ultra plates, comme je dirais. Puis qu'est-ce que tu dis à un jeune qui vient te voir puis il dit, moi, je veux gonfler mes muscles, là, je veux devenir musclé? Ben, je lui dis qu'il n'est pas au bon stade de développement pour parler de développement musculaire. Je vais lui dire, il y a d'autres choses à développer avant chez toi. Donc, je répète, tes qualités de base, ton vocabulaire moteur de base. Puis plus tard, oui, puis quand même, ça peut se faire à un âge plus jeune que ce que les gens pensent. On pourra parler de développement musculaire. Mais ça se fait pas... Avant l'adolescence, on n'est pas dans ces zones-là. Là. On est encore beaucoup dans le développement moteur de base, vocabulaire de base. Mais souvent, les gens vont se demander, oui, mais même adolescent, c'est pas trop tôt pour faire de la musculation. Non, c'est pas trop tôt. On peut faire de la musculation chez les plus jeunes, chez les ados, mais il faut que ça soit bien encadré. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, mais il faut que ça soit bien encadré, puis on peut développer musculairement un ado, ce qui va l'aider justement pour la prévention de blessures, puis ça va favoriser même son développement s'il fait de la musculation. Puis justement, un adolescent qui vient dire « Moi, je veux augmenter ma masse musculaire », est-ce qu'il y a un type... Tu sais, là, il y a tellement de trends en ce moment, je pense sur iDrugs, CrossFit, entraînement en salle. Puis là, j'ai de la misère à dire toujours le mot, là, calisthénie, tu sais, comme le poids avec le corps. Avec le poids du corps. Avec le poids du corps. Est-ce qu'il y a un truc que tu dis, ah, ça, c'est mieux pour toi parce que t'es un jeune, t'es un adolescent, ou ce serait quoi le mieux pour un jeune adolescent qui veut avoir un gain de masse musculaire, puis pourquoi? Bien, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser... Moi, ce que j'aime, c'est d'utiliser un peu les méthodes variées. Donc, mettre quelques exercices de calisthénie avec le poids du corps, mettre quelques exercices selon la méthode CrossFit un peu, mettre quelques exercices traditionnels de base. On s'en sort pas. Si tu fais de la musculation, il faut que ça se maîtriser un squat, un bench press. Donc, les exercices de base classiques, on va les utiliser aussi, mais ça prend un heureux mélange. J'aime pas rester dans une seule méthode puis dire, OK, c'est juste celle-là qu'il faut faire, juste de l'entraînement traditionnel ou juste du CrossFit ou juste de la calisthénie. Il y a des bénéfices à chacune de ces méthodes-là. Pourquoi, justement, ne pas mélanger les méthodes puis aller puiser, pour telle chose, c'est mieux celui-là, pour telle autre chose, c'est mieux un autre exercice ou une autre méthode. Donc, il ne faut pas avoir peur de mélanger puis de puiser dans tout ce qu'il y a à notre disposition. Puis, une question encore un peu plus précise, là, en quelle fois que ça va être peut-être mieux de faire un entraînement avec le poids du corps, puis quelle autre fois ça va être mieux de faire un entraînement plus, mettons, du deadlift ou du bench press? Bien, justement, il faut regarder
dans quel but on veut avoir nos gains. Par exemple, quelqu'un qui fait de la gymnastique veut avoir un gain de force relative, c'est-à-dire qu'il veut devenir fort sans nécessairement devenir plus lourd. OK? Donc, on parle de force relative. Alors, les exercices de calisthénie, pour les sports comme la gymnastique, l'escalade, c'est des très bons exercices parce que ça fait appel au poids de mon corps, puis je vais développer une certaine force en rapport avec le poids de mon corps. D'un autre côté, si je veux avoir une grande force absolue, je donne un exemple qui est facile à comprendre, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ce sport-là. Par exemple, si je veux faire du lancer du poids, c'est juste pour que ça soit facile à comprendre. Si je veux faire du lancer du poids, j'ai intérêt à être le plus lourd possible et à développer le maximum de force possible. Parce que mon poids pèse un certain poids, celui que j'ai à lancer. Puis plus je suis gros, plus ce poids-là va représenter une petite charge pour moi, puis plus je vais pouvoir la lancer loin. Donc, encore là, c'est juste pour l'exemple, mais c'est pour vous faire comprendre que des exercices de force avec charge sont bons pour certaines activités, puis des exercices avec poids du corps où on veut développer une force relative, mais c'est mieux pour certaines autres activités. Tu sais, le parcours qui devient super populaire maintenant. Très populaire sur la garde aussi. Ah oui? donc ça, c'est un sport de force relative, de puissance relative. Donc, l'entraînement de calisthénie est vraiment bien adapté pour ça. Donc, gymnastique, escalade, ces sports-là. Puis, de ce que je comprends, tu sais, selon le sport, c'est sûr qu'on va rechercher à avoir des qualités différentes, tu sais, comme tu disais, le gymnastique, lancer du poids. Mais pour quelqu'un qui veut, en général, être en bonne santé, un adolescent qui dit, moi, je veux me mettre en forme, ce serait quoi le mieux, tu sais, parce que tu disais calisthénie, c'est mieux pour X, entraînement salle, c'est mieux pour Y, mais quelqu'un, un one size fits all, pour avoir une bonne... Ariane, tu cherches vraiment comme une solution. Dis-moi. Mais justement, je reviens à ça, il faut mélanger. Puis, je comprends pourquoi on pense comme ça, parce que maintenant, il y a comme des sectes. Nous, on est des adeptes du CrossFit. Nous, on est de la calisthénie. C'est nous qui avons le meilleur entraînement. Non, c'est CrossFit. On a le meilleur entraînement. Pas l'haltérophilie, mais le culturisme. Alors, c'est nous qui avons le meilleur entraînement. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des bonnes choses dans chacune des méthodes. Puis, justement, je pense qu'un bon préparateur physique, un bon entraîneur va savoir puiser dans chacune des méthodes ce qui est intéressant en fonction de l'objectif qu'il veut réaliser. Donc, il faut justement sortir de la boîte puis dire, OK, moi, je vais puiser dans chacune des méthodes ce qui est intéressant en fonction de ce que je veux. Si je veux de la force relative, j'aurais pas le choix de lever des gros poids. Si je veux une grande force absolue, excusez-moi, j'aurais pas le choix de lever des gros poids. Tu sais, de développer de la force maximale avec des grosses charges, je veux de la force absolue. Alors que si je veux de la force relative, être bon pour lever mon poids du corps, ben c'est clair que la calisthénie va devenir une part importante de mon entraînement. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce que je veux, puis de ne pas hésiter à sortir de la méthode que moi je préconise, puis de dire, ben c'est vrai, pour ça, ils font bien les choses. Quand j'avais fait un projet de recherche il y a quelques années, on faisait des mesures sur les pieds des joueurs de soccer. Puis on avait mesuré beaucoup de joueurs de différents niveaux, adolescents jusqu'au carabin. Puis une chose qu'on a remarqué, c'est qu'on prenait leur poids. Puis toutes les filles disaient « Ah non, mais essayez de se justifier pourquoi le poids était plus élevé. » Et les garçons, c'était le contraire. C'est comme « Ah non, mais c'est parce que j'ai pas mangé ce matin, je suis plus léger. » C'est tellement vrai. C'est quelque chose que tu remarques dans ta pratique? Oui. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, le lien avec le poids, c'est pas nécessairement... Il n'y a pas de lien nécessairement avec tes capacités physiques, souvent. Tu peux avoir deux personnes qui ont exactement le même gabarit, puis ils peuvent avoir presque 20 livres de différence, 20 kilos. Bref, une grosse différence, même s'ils ont le même volume. Oui. Comment on explique ça? Pourquoi il y a des gens qui ont apparemment la même taille, mais finalement, ils sont vraiment de poids différents? Bien, premièrement, le poids, c'est un ensemble de choses. Ce qui fait le poids d'une personne, c'est un ensemble de choses. On parle de composition corporelle, donc il y a la masse musculaire, il y a la masse osseuse, il y a les organes, tout ça. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait le poids d'une personne. Puis je pense qu'il faut éduquer les athlètes sur... j'ai oublié la masse graisseuse, évidemment, qui contribue au poids d'une personne. Donc, il faut éduquer les athlètes sur c'est quoi un poids, puis ça se peut qu'une journée, ton poids soit plus élevé parce que
tu as plus de rétention d'eau. Ça se peut qu'une journée, ton poids soit plus bas parce que tu n'as pas bu beaucoup d'eau, parce que tu n'as pas beaucoup mangé, et ainsi de suite. Donc, mieux les éduquer parce que c'est devenu vraiment un sujet tabou, là. Il y a certaines athlètes féminines qui veulent pas se faire peser en public, certains athlètes masculins même qui, comme tu dis, qui vont dire « Ouais, mais là, c'est pas mon vrai poids, c'est parce que j'ai pas mangé, je suis plus lourd que ça d'habitude, tout ça. » Donc, je pense que la voie à suivre, c'est de mieux les éduquer puis démystifier le poids puis pas en faire quelque chose d'absolu. Donc, aujourd'hui, ton poids, c'est X. Ça se peut que demain, ça soit Y. Et qu'est-ce qu'on fait entre les deux, tu sais? Si on veut atteindre un certain poids, qu'est-ce qu'on fait? Et si on veut augmenter, qu'est-ce qu'on fait? Mais juste comprendre ce qui se passe dans les composantes du poids d'une personne. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des muscles qui pèsent plus lourd, par exemple, ou des os qui sont plus lourds? Ben oui, la masse osseuse, la masse musculaire, ça diffère d'une personne à l'autre. La masse graisseuse aussi, donc... Si le volume à l'œil d'une personne est tel, ben on ne sait pas. Est-ce que cette personne-là, avec le volume qu'on voit à l'œil, est composée de plus de muscles ou de plus de gras ou de plus de masse osseuse? Donc, tout ça, c'est une question de composition. C'est une question de composition. Puis c'est pour ça qu'il existe des méthodes pour essayer de séparer la composition corporelle. Donc, bon, il existe différentes méthodes, différents niveaux de fiabilité et de validité, mais on essaye quand même de dire, bon, voici ton poids, puis tant de pourcents de ton poids, c'est le gras. Donc, quand on donne le pourcentage de gras de quelqu'un, c'est ce qu'on fait. On essaie d'estimer combien de ton poids, c'est du gras, par exemple. 15% de ton poids, c'est du gras. 40% de ton poids, c'est du muscle. 30%, c'est de l'eau. 30%, c'est de la masse osseuse. Donc, quand on arrive à éduquer puis dire, gars, il y a différents compartiments dans le corps, puis on est capable de, par exemple, diminuer ta masse graisseuse, augmenter ta masse musculaire, puis ça va avoir différents impacts sur ton poids. Il faut tout comprendre ces choses-là, puis ça devient moins nébuleux et mystérieux, la notion de poids. Fait que de ce que je comprends, tu sais, le poids, c'est vraiment plus un chiffre sur la balance qu'autre chose. Là. Ça veut pas nécessairement dire grand-chose. Ça me dit rien sur ta composition corporelle. Si tu me donnes juste ton poids, je sais pas, je peux avoir une idée avec une estimation visuelle. Mais ce que j'aime, c'est d'avoir un chiffre précis de ta composition corporelle. Combien deux personnes qui pèsent 150 livres n'ont pas nécessairement le même niveau de pourcentage de gras. Ils n'ont pas la même masse graisseuse, la même masse musculaire. Donc ça, c'est beaucoup plus informatif d'avoir ces informations-là. Puis si quelqu'un veut prendre la masse musculaire, ce que je veux, c'est pas juste prendre son poids sur la balance, mais savoir exactement combien de muscles il a pris. Parce que si quelqu'un veut prendre la masse musculaire, puis il gagne du muscle, mais en même temps, il perd du gras, il va dire, ouais, j'ai pas pris de masse musculaire. Oui, t'en as pris, mais t'as perdu du gras pendant que tu gagnais de la masse musculaire. Donc, faut être un peu plus précis puis aller voir vraiment ce qui s'est passé dans cette composition-là. J'aimerais qu'on fasse une pause sur le gain de masse musculaire parce que j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse sur le poids puis que ça veut pas dire grand-chose. Là. Je suis probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent le fameux personne sur TikTok ou sur Instagram, là, Anatolie, qui est tout le temps déguisée en... Ben, pas déguisée, mais en fait, c'est un déguisement en concierge. Il va voir les personnes super, comme 2 fois sa taille, puis il fait les deadlifts des poids, puis il fait comme s'il avait en dessous. Je me suis toujours posé la question, comment c'est possible que lui, qui a de l'air complètement comme 2 fois, même 4 fois moins la taille des gros gars, est capable de soulever le poids comme si de rien n'était, alors que 30 secondes avant, le gars qui était vraiment super gros, il était pas capable de lever le poids, tu sais. Je me suis dit toujours que c'est sûr c'est arrangé, c'est impossible, mais selon toi qui est capable, est-ce que c'est arrangé ou c'est vraiment... Ben non, il y a des gens comme ça qui ont des petits gabarits puis qui sont extrêmement forts. Parce que la force, il y a 2 grands déterminants de la force. Il y a la masse du muscle. Évidemment qu'un muscle plus gros peut générer plus de force. Mais il y a aussi celui qui est, selon moi, d'égale importance ou peut-être même plus, c'est le recrutement. Tous les facteurs nerveux qu'il y a sur le recrutement des fibres musculaires, des unités motrices qu'on appelle. Et Anatolie, si tu veux le donner comme exemple, ben c'est quelqu'un qui a un excellent recrutement musculaire, un excellent recrutement des unités motrices et qui est capable de générer pour une même masse musculaire, même si elle est plus petite, qui est capable de générer plus de force par un meilleur recrutement.
Donc, physiologiquement, le phénomène qu'il est, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de recruter un grand pourcentage de ses unités motrices, de ses fibres musculaires, pour générer de la force. Alors, plus qu'un muscle qui est plus gros, mais qui a moins de recrutement. Donc, je le répète, il y a 2 déterminants. C'est la masse et le recrutement. Donc, quelqu'un qui a un super recrutement peut, pour moins de masse, générer plus de force que quelqu'un qui a un plus gros muscle, mais un moins bon recrutement. Puis, est-ce que ça, c'est inné ou c'est acquis dans un sens que, est-ce que si, quand je suis jeune, je fais beaucoup d'exercices neuromusculaires, ben, je peux augmenter mon... C'est un mélange des deux. Okay. Il y a une part innée, bien sûr. Il y a des gens qui sont forts naturellement. Là. Les hommes forts, on en a connu au Québec, là, Louis Cyr et tout ça, c'est des gens qui ont une prédisposition génétique, évidemment, mais ça s'entraîne. Donc, quand on fait de la musculation, c'est une des choses qu'on entraîne. On lève des charges plus lourdes pour amener notre corps à avoir un meilleur recrutement d'unités motrices ou de fibres musculaires. Donc, on amène notre corps à générer un influx nerveux qui va aller recruter plus en pourcentage, plus de notre capacité musculaire. Donc, il y a une part innée, il y a une part entraînée. Puis l'entraînement en force, c'est ça. Puis dans un sport de force, comme par exemple l'haltérophilie, où on veut être le plus fort possible, mais dans une catégorie de poids. Donc, tu sais, Anatoly, il serait bon, lui, en haltérophilie parce que il pourrait compétitionner chez les plus légers alors qu'il y a une grande force. Donc, ces gens-là essayent de générer un maximum de force sans devenir plus massifs musculairement. Sinon, ils vont changer de catégorie de poids, puis là, ils ne seront pas avantagés. Donc, leur avantage, c'est de travailler sur leur recrutement nerveux pour garder la même masse musculaire, mais générer plus de force avec cette masse-là. Puis, moi, j'aimerais parler... Est-ce que vous avez terminé? Je ne l'ai pas vous couper. Non, ça va. J'ai une question. Oui. Mais, tu sais, c'est plus par rapport maintenant au... Parce que là, vous parlez... Tu sais, dans le sport féminin, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes adolescentes qui lâchent le sport parce qu'ils ne veulent pas être trop musclés. Oui. Est-ce que, justement, travailler sur cette... le fait que on va chercher plus le contrôle neuromusculaire au lieu d'avoir le gain de muscle, serait comme une technique de déjouer justement le gain musculaire pour que les filles disent qu'ils sont pas trop musclés plus qu'ils voudraient, ou c'est pas vraiment quelque chose qu'on C'est exactement ce qu'on fait. Cette peur-là de développer de la masse musculaire est pas fondée parce que il y a une recette pour développer de la masse musculaire. Il y a certaines choses qu'on doit faire qui favorisent le gain de masse musculaire. Il faut lever des charges relativement lourdes. Il faut faire un certain nombre de répétitions avec cette charge-là. Il faut prendre des pauses d'une certaine durée. En tout cas, il y a une recette pour ça. Puis si on ne veut pas développer de la masse musculaire, on a juste à pas appliquer la recette. C'est simple comme ça. Donc, on n'a pas à avoir peur de ça. Si quelqu'un ne veut pas développer de la masse musculaire, il faut s'éloigner des paramètres qui font gagner de la masse musculaire. Dans les choses qui font moins gagner de la masse musculaire, c'est lever des charges lourdes, mais faire peu de répétitions. Donc, si je lève des charges lourdes, mais que je ne fais pas beaucoup de répétitions, je m'éloigne de la recette qui est une charge peut-être un peu moins lourde, mais plus de répétitions pour développer de la masse musculaire. Donc, les spécialistes, les préparateurs physiques, les spécialistes en entraînement, ils connaissent ce qui fait développer de la masse musculaire, puis ils connaissent ce qui fait moins développer de la masse musculaire, mais qui amène plus vers une meilleure efficacité musculaire, un meilleur recrutement des unités motrices, des fibres musculaires. Donc, on fait juste naviguer là-dedans puis s'éloigner des choses qui nous font prendre de la masse. Puis l'autre chose qu'on dit souvent, c'est que quand on prend de la masse musculaire, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas dire, je ne ferai pas de musculation, j'ai peur qu'un jour, je me réveille et que je ne me reconnais plus. Tu sais, le gain de masse va se faire graduellement. Puis si je me rends compte que je suis en train de prendre de la masse musculaire, je suis capable de changer mon entraînement puis d'arrêter de lever des poids lourds ou, tu sais, de faire des changements qui me laissent pas dans cette voie-là. Donc, je comprends pas cette peur-là comme si c'est quelque chose qui pouvait arriver subitement. Ça arrive graduellement, donc on a le temps de s'ajuster puis d'arrêter de faire quelque chose qui nous fait prendre de la masse musculaire. Puis, donc, c'est l'argument que j'utilise le plus. OK, si tu prends facilement de la masse, on va le voir, puis on va changer les choses
pour pas rester dans cette voie-là. Là. Puis là, je parle de sport féminin, mais c'est sûr qu'il y a aussi des sports qu'on veut pas nécessairement qu'il y ait un gain de masse là, pour pas qu'ils changent de catégorie. Évidemment. J'imagine aussi qu'en ayant ce type de bifurcation-là, au lieu d'un gain de masse, on va aller chercher plus de contrôle au niveau des musculaires. Ouais. Est-ce qu'on a quand même les bienfaits que ça amène la musculation? Est-ce que c'est aussi... Oui. Okay. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on gagne de la force sans nécessairement développer de la masse musculaire. Donc, il y a des éléments, des paramètres d'entraînement qui nous amènent vers une voie ou vers une autre. Puis, tu sais, on parle souvent là, les femmes âgées, il y a beaucoup de sarcopénie, c'est une masse musculaire qui est beaucoup diminuée. Oui. Si, quand ils sont jeunes, on dit, gars, au lieu d'augmenter ta masse musculaire, je sais que tu veux pas ça maintenant, on va augmenter ton contrôle neuromusculaire. On va mettre ton contrôle musculaire. Est-ce que ça limite aussi la sarcopénie quand que les femmes sont plus âgées? On n'est pas certain de ça. Bien, en fait, la sarcopénie guette les hommes et les femmes. Ouais. Puis, il faut l'éviter le plus possible. Il faut la retarder le plus possible parce que c'est sûr qu'à un âge très avancé, il va avoir de la sarcopénie, c'est normal, mais on essaie de la diminuer et de la retarder. Puis là, au contraire, on va aller chercher les éléments de la recette de l'hypertrophie parce que si tu veux contrer une perte de masse musculaire, il faut en gagner. Ouais, okay. Et c'est quelque chose de souhaitable. Tu sais? Donc, pour rester fonctionnel, la musculation, c'est super pour la fonctionnalité. C'est... quelque chose qu'on ne préconise pas assez. Tu sais, on parle beaucoup de cardio, la santé cardiovasculaire, mais ce qui donne l'autonomie, c'est les qualités musculaires. C'est ce qui fait que je suis capable de déplacer des choses chez moi, me lever d'une chaise. À un âge très avancé, c'est un défi de se lever d'une chaise. On peut avoir des fractures de hanche. Oui. Donc, ces gens-là, au contraire, il faut leur faire gagner de la masse musculaire. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'à n'importe quel âge, si on utilise les éléments de la recette de l'hypertrophie, du gain de masse musculaire, les gens gagnent de la masse musculaire. Si je prends quelqu'un de 70 ans qui n'a jamais fait de muscu, puis je lui fais faire de la musculation en prenant les paramètres d'hypertrophie adaptés à son âge, lui faire lever des poids relativement lourds pour lui, lui faire un certain nombre de répétitions, pas juste une, mais plusieurs. Je lui fais prendre des pauses pas trop longues non plus pour créer une certaine fatigue musculaire. Bien, cette personne-là, même à 70 ans, va gagner de la masse musculaire. Puis ça va aller contrer la sarcopénie qu'il guette. Puis, tu sais, mettons, de ce que j'avais appris, là, du moins dans mes cours, j'espère que je me rappelle bien de mes affaires, là, mais le gain de masse musculaire est vraiment plus important dans les 30 premières années de la vie. Là. Tu sais, après ça, on s'en va plus dans une perte de masse musculaire. C'est sûr que ça dépend là, si une athlète de haut niveau qui continue à faire du sport jusqu'après la trentaine. Là. Mais tu sais, moi, je me questionne chez les jeunes filles, chez les sportifs qui ne veulent pas avoir de gain de masse musculaire, puis peut-être que tantôt, j'avais mal posé ma question. Tu sais, OK, c'est bon, on ne veut pas que tu aies un gain de masse musculaire, mais on va aller quand même aller chercher. Au lieu d'aller dans l'hypertrophie, on va aller dans un autre type d'entraînement. Ouais. Mais est-ce que ça protège justement de perte de gain de masse musculaire ou à un certain moment, il faudrait se dire, écoute, il faut qu'on ait en hypertrophie parce que de toute façon, tu vas perdre ta masse musculaire à ce point. Non, je comprends ta question. C'est que toute stimulation musculaire aide quand même à préserver cette masse-là. Donc, si tu as fait du sport toute ta vie puis tu as atteint un certain niveau de masse musculaire, puis qu'après ça, tu veux pas en gagner plus, mais ou plutôt tu veux maintenir celle que tu as, bien, même un entraînement qui vise pas le gain de masse musculaire va quand même être une stimulation suffisante pour garder ce que tu as. Donc, ce qui est très mauvais pour la perte de masse musculaire, c'est l'inactivité. Donc, dès que tu continues à bouger, ça va au moins préserver pendant un certain temps tes acquis. Alors, même si tu ne fais pas de la musculation, par exemple, si tu fais du vélo puis tu fais un peu de côte, ça va être une stimulation suffisante pour la masse musculaire des muscles des jambes, pour un adulte. Donc, rester actif puis continuer à faire un minimum d'activité musculaire me permet de garder ma masse musculaire, même si je ne fais pas de la musculation en hypertrophie. C'est quoi, mettons, l'hypertrophie puis comment qu'on fait pour avoir ce gain de masse musculaire? L'hypertrophie, il y a une recette assez classique qui est de dire, bon, je lève des charges moyennes, donc une charge que je peux lever entre 6 et 15 fois, disons. T'sais, ça, c'est le classique hypertrophie. Là. Si je peux prendre une charge puis je suis capable de la lever 6 à 15 fois avant d'être incapable de continuer, ben, c'est une charge qui est quand même optimale pour développer de la masse musculaire. Donc,
charge moyenne, 6 à 15 répétitions, des pauses pas trop longues. Tu sais, je peux pas faire un exercice puis dire, ben, je prends 5 minutes de pause avant de le refaire. Il faut créer une certaine fatigue, créer un certain stress métabolique là, dans le muscle. Pas trop longue, c'est comme 30 secondes, 1 minute? Ou... Le classique qu'on voit en hypertrophie, c'est le 1 minute 30. Mais maintenant, avec les études, on se rend compte qu'on peut prendre un peu plus. Puis c'est même parfois souhaitable de prendre un peu plus. Tu sais, du 2 minutes, c'est encore bon. Parce que souvent, les gens en hypertrophie vont dire, tu sais, tu prends des pauses d'1 minute, 1 minute et demie, pas trop long. On peut aller à 2 minutes, on peut aller à 2 minutes et demie, en autant qu'on garde sa charge moyenne, puis qu'on fait notre 6, 12, 15 répétitions. Juste une question encore là-dessus. Cette pause de 1 minute 30, c'est la pause pour le muscle qui est travaillé? Oui, bien sûr. Donc, pendant cette minute 30-là, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pourrait aller faire... c'est justement quelque chose que j'adore, pour les gens normaux qui n'ont pas beaucoup de temps. J'appelle ça des gens normaux. Pas les athlètes qui sont, par exemple, un athlète professionnel ou un athlète olympique, il a le temps. T'sais, si sa séance dure 2 heures, il a le temps, c'est ça son métier. Ouais. Mais une personne normale qui travaille puis qui a 1 heure pour s'entraîner, ben comme tu dis, si j'ai 1 minute et demie, 2 minutes de pause à prendre pour un muscle en particulier, rien m'empêche d'aller faire pendant cette pause-là un exercice d'un autre muscle qui n'est pas relié à l'exercice que je viens de faire. Puis là, je vais gagner du temps parce que pendant la pause de ce deuxième exercice-là, ben, je vais revenir à mon exercice 1 et ainsi de suite, puis je vais donc gagner du temps. Je n'aurai pas beaucoup de temps inactif. Je vais entraîner d'autres muscles pendant mes pauses du muscle précédent. Donc, ça, c'est la recette. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on avait les paramètres classiques, c'est ce que je viens de vous dire là, mais là, on se rend compte que finalement, l'hypertrophie, c'est une question de créer un échec musculaire. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que on peut prendre un poids plus léger que ce qu'on prenait classiquement, là, un poids qu'on pouvait lever juste 6 à 15 répétitions. Si je prends un poids que je peux lever 20 répétitions, 25 répétitions, mais que je me rends jusqu'à l'échec, c'est-à-dire que je suis capable d'en faire 25, mais pas 26. C'est beaucoup de répétitions, mais je me suis rendu à un niveau de fatigue tel que j'étais incapable de continuer. On s'est rendu compte que ça aussi, ça fait développer de la masse musculaire. Donc, c'est le fait de prendre un poids puis de se rendre jusqu'à une fatigue qui m'empêche de faire des répétitions de plus, qui est le bon stimulus pour développer de la masse musculaire. Mais si c'est juste qu'auparavant, on le faisait juste avec du 6 à 15. Okay. Mais on peut le faire avec du 20 aussi. Mais si tu prends un poids que tu peux faire 2, tu peux faire 3, mais c'est un peu le même principe. C'est ça. Ben, là, c'est là qu'on est dans la recette du développement, du recrutement des unités motrices. Si je prends un poids très lourd, puis je fais peu de répétitions avec, 1, 2, 3, ben c'est intéressant. Ça me fait générer plus de force parce que le poids est plus lourd. Donc, j'ai besoin d'un influx nerveux qui est beaucoup plus intense pour générer cette force-là, qui va recruter plus d'unités motrices et de fibres musculaires. Mais que quand je m'arrête après 2, il me manque un peu de stress mécanique. Il faut que je le contracte, le muscle, mais je l'ai contracté juste 2 fois. Donc, c'est plus une sollicitation nerveuse que musculaire. Je comprends. Donc, c'est pour ça qu'il faut un certain nombre de répétitions pour que ça crée un stress mécanique. Il faut le brasser, le muscle. J'utilise une image, mais il faut l'étirer, le contracter répétitivement pour que ça crée une adaptation de gain de volume. Si je l'ai levé juste 2 fois, j'ai fait ça 2 fois, ben il me manque un petit peu de cet ingrédient-là. Okay. Fait que là, mettons qu'on parle d'un poids qu'on, mettons, 15 fois, 25 fois, mais comment on se rend jusqu'à je ne suis plus capable de faire le 26e ou le 16e. C'est ça. On veut combien de fois, mettons, 3 fois, 5 fois? Le nombre de séries? Oui, le nombre de séries. C'est ça. Donc, dans la recette, parce que même quand j'enseigne aux étudiants, je parle toujours de l'hypertrophie comme une recette, dans le sens où il n'y a pas une chose qui fait gagner de la masse musculaire, c'est une combinaison de choses. Puis plus tu additionnes ces choses-là, plus tu vas en gagner. Puis si tu as juste un des éléments, ben tu vas en gagner moins que si tu combines tous les éléments. Donc, dans les éléments, on parlait de repos, de la charge, du nombre de répétitions, il y a le nombre de séries. 3 séries, c'est ce qui semble être le minimum. Mais on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 séries. Il y a même une méthode qui s'appelle
German volume, le volume, la méthode du volume allemand, où on fait 10 séries. Donc, c'est une question de je dois stresser mon muscle. Donc, c'est clair que c'est un ingrédient que si je dis je fais 10 séries ou 4, 5, 6, 7, ben, je fais plus de séries, donc je stresse plus mon muscle et il va s'adapter en grossissant. Donc, ça, c'est un autre des éléments. 3, en général, c'est le minimum, mais plus l'athlète est avancé, plus il va devoir en faire plus pour que le stimulus soit suffisant. Ça fait 10 ans que je fais de la muscu, 3 séries, ce ne sera pas suffisant pour générer une hypertrophie. Chez un débutant, 3, c'est en masse. Puis comment on se dit que c'est suffisant le nombre de séries qu'on fait? Les gains. Les gains. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est cool d'avoir des méthodes qui me permettent de mesurer spécifiquement mon gain de masse musculaire. C'est sûr qu'un entraîneur expérimenté, un préparateur physique, un kinésiologue expérimenté va le voir à l'œil. Si tu as un gain de masse musculaire, ça se voit à l'œil. Mais si je veux des valeurs un peu plus précises, ben, je fais une évaluation ou une estimation de ta composition corporelle pour aller voir est-ce que la méthode que je t'applique te donne le résultat que tu veux, c'est-à-dire un gain de masse musculaire. Donc, par exemple, une balance à bioimpédance que je vais utiliser qui va me dire, bon, tu as tant de % de gras, donc tu as tant de % de muscle et tout ça, puis ta masse musculaire a augmenté d'1 kilo. Tu sais, on fait ça avec les athlètes de boxe parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent trop lourds, ils ont des catégories de poids. OK, ta masse musculaire a augmenté d'1 kilo, on ne peut pas aller trop là-dedans, donc on va changer un peu les méthodes pour pas que tu développes trop de masse musculaire, on va faire moins de séries, ainsi de suite. Donc, c'est en mesurant, estimant, soit avec des outils technologiques ou à l'œil, ou avec des mesures. Par exemple, tu sais, un bicep, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gras généralement dans cette région-là, si je prends ta circonférence de bicep puis elle a augmenté, il y a des bonnes chances que ça soit du muscle. Surtout si je prends ta circonférence alors que ton muscle est contracté, j'ai une idée au moins, j'ai une estimation de t'as gagné du muscle ou t'en as pas gagné. Donc, c'est comme ça qu'on dit, ce qu'on fait, ça fonctionne bien, on le continue, ou ce qu'on fait, ça fonctionne pas bien, on n'a pas le résultat qu'on veut, on va faire des changements. Peut-être que tu réponds mieux à plus de séries, peut-être que tu réponds mieux à plus de charges, moins de répétitions. Et ça, il faut l'expérimenter pour le savoir. Chaque personne est différente. Ce serait quoi la fréquence est-ce que c'est à chaque semaine, à chaque mois, à chaque 2 mois, qu'on veut regarder justement si l'entraînement fonctionne? Moi, j'aime... tu sais, souvent, les gens, ils misent beaucoup sur la variété puis changer. Moi, j'aime bien garder quelque chose pendant au moins 8 semaines pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Si tu fais quelque chose puis tu l'évalues juste au bout de 2 semaines, tu sais, il y a des changements qui s'opèrent au bout d'un certain nombre de temps. Donc, tu peux pas voir le changement au bout de 2 semaines. Donc, puis au bout de 8 semaines, s'il n'y a pas eu de changement, tu te dis, je l'ai fait assez longtemps puis il n'y a pas eu de changement. C'est une bonne idée, tu sais. Ça me donne une bonne idée que peut-être que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'aime bien travailler des choses sur plus longtemps pour être certain que j'ai mis assez de temps. Puis, regarde, je l'ai fait 8 semaines, j'ai pas eu de résultat. Ça me dit quelque chose. Si je le fais trop court, c'est peut-être juste un manque de temps. Je ne l'ai pas fait assez longtemps. Ça ne veut pas dire que la méthode n'était pas efficace. Je ne l'ai peut-être pas fait assez longtemps. Moi, j'ai une autre question sur la recette. On a parlé de poids, de répétition, de séries. Là, moi, quand j'entends faire 10 séries où je me rende au bout de mon muscle, j'ai l'impression que je suis raquée le lendemain. Oui. Beaucoup. Oui. Après, il y a aussi à quelle fréquence on le fait. T'sais, est-ce qu'on fait cet entraînement-là ou cette recette-là à chaque 2 jours, 3 jours? Est-ce qu'on se fie aux symptômes? Qu'est-ce qui est recommandé par rapport à ça? Oui, ça aussi, dans la littérature, on parle beaucoup d'entraîner un muscle 2 à 3 fois par semaine. OK. Encore là, on ne peut pas donner une recette unique parce que ça dépend du volume de ta séance. Je peux faire 2 fois par semaine un muscle ou 3 fois par semaine un muscle si j'ai fait 2 exercices de ce muscle-là. Mais on sait très bien, par exemple, si on regarde les culturistes s'entraîner, ils vont faire 4, 5 exercices d'un seul muscle. Ça se peut que 2 jours après, ils ne soient pas prêts à refaire cette séance-là, là, avec la fatigue que ça a générée. Donc, de façon générale, on dit on entraîne un muscle 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est une recommandation générale. Mais si tu as fait une grosse séance puis tu as vraiment fatigué ton muscle, tu pourrais avoir besoin de 5-6 jours de repos avant de le refaire. Donc, Ça aussi, c'est 2 approches un peu différentes,
Mais le type de personne va me dire lequel je vais te préconiser. Si c'est une personne de la population générale, il peut très bien faire juste 2 exercices d'un muscle, puis le refaire 3 jours après, donc 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais les gens qui font des gros volumes d'entraînement puis qui font vraiment beaucoup d'exercices d'un seul muscle, on leur donne plus de repos, puis ils peuvent s'en tenir à... Moi, j'aime mieux le compter en nombre de jours entre les séances qu'en nombre de fois par semaine. Parce que si j'ai besoin de 5 jours de repos entre une séance d'un muscle puis l'autre séance de ce même muscle, ben, si je le fais aux 5 jours, ben, ça veut dire qu'il y a des semaines, je vais le faire une fois et des semaines, je vais le faire 2 fois. Parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Donc, c'est contraignant de le voir sur un nombre de fois semaine par rapport à le voir du côté combien de pauses, combien de jours je prends entre 2 séances. Fait que, oui, si je l'ai faite mardi, ça veut dire que l'autre séance va tomber peut-être la semaine d'après parce que j'ai pris 5 jours entre chaque. Si je l'ai fait mercredi, par exemple, ben, l'autre séance va tomber à la semaine d'après. Mais c'est pas grave, c'est le nombre de jours entre 2 séances qui compte. Si un athlète il est habitué de le faire aux 5 jours, puis ça fonctionne bien, mais pour plein de raisons, la fatigue, je pense qu'il y a des choses qui peuvent quand même avoir une influence sur le fait d'être prêt ou non. Oui. Si tu as un athlète qui arrive, puis après 5 jours, il a encore très mal, ou il y a encore des courbatures. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on va de l'avant avec l'entraînement quand même parce qu'on a fait notre 5 jours, ou c'est néfaste de faire l'entraînement dans ce contexte-là? C'est pas dangereux de s'entraîner avec des courbatures. C'est pas dangereux. Par contre, on est moins efficace. Donc, généralement, quand on est courbaturé, on va lever moins lourd, on va développer moins de puissance, on va développer moins de force. C'est plus désagréable aussi faire l'exercice. Donc, c'est un élément plus d'optimiser les choses que de dire que c'est dangereux. C'est pas dangereux, mais ça rend mon entraînement moins efficace. Si je vais au gym puis je lève moins que ce que je suis capable de faire habituellement, j'ai plus mal, je génère moins de force, moins de puissance, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, c'est justement un symbole que la récupération n'est pas complète si je suis encore courbaturé. Donc, je prends plus de pause. Mais ce qu'on va voir, c'est que quand c'est nouveau pour moi que je fais une nouvelle méthode ou un nouveau nombre de séries ou un nouveau nombre d'exercices, je vais avoir des courbatures qui vont durer plus longtemps. Mais si je persiste, justement, dire, OK, aujourd'hui, je suis courbaturé, je vais faire un entraînement moins volumineux pour m'adapter au fait que je suis plus fatigué puis que je n'ai pas encore récupéré. Mais il faut continuer parce que plus on continue, moins la courbature va rester longtemps. On sait que c'est l'habitude qui fait qu'on est moins courbaturé. C'est la nouveauté qui fait qu'on est plus courbaturé. Okay. Donc, il faut juste continuer dans la mesure où c'est correct, c'est que le volume est adapté. On continue, puis on récupère plus vite si on maintient le même rythme. Fait que pour rebondir justement là-dessus sur les courbatures, parce que là, on entend qu'il y a 5 jours, 2 jours. Plutôt que moi, je m'en vais au gym, puis mon but, c'est d'avoir de l'hypertrophie. Si le lendemain, je suis pas raqué, est-ce que ça veut dire que je suis allé au gym pour rien? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça aussi, c'est un mythe. Il y a des gens qui pensent que s'il n'y a pas de courbature, c'est qu'il n'y a pas eu de travail suffisant pour créer l'adaptation. Je vous le dis encore, c'est plus une question de nouveauté. On est courbaturé quand on fait quelque chose de nouveau, généralement. Donc, si je suis un débutant puis j'ai jamais fait de muscu, je fais de la muscu, c'est nouveau, je vais être courbaturé. Si je suis expérimenté, puis j'ai toujours fait 3-4 séries, puis un jour j'en fais 6, je vais être courbaturé, même si je suis expérimenté. Si je fais un nouvel exercice, je vais être courbaturé. Je n'ai jamais sollicité mon muscle de cette façon-là. Si j'utilise des types de contractions différentes, par exemple des contractions excentriques qui sont reconnues pour générer plus de courbatures. Donc, si j'ai fait mon exercice puis je suis resté 6 secondes dans mes contractions excentriques, je vais être courbaturé. C'est encore nouveau. Donc, il y a plein de choses nouvelles qui génèrent des courbatures. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai travaillé plus, ça veut dire que j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Puis, à l'inverse, si je ne suis pas courbaturé, je peux avoir fait une excellente séance, mais de choses
que je suis habitué de faire. Ça va me générer moins de courbatures, mais je peux avoir très bien travaillé. Puis comment que je sais, mettons, moi que je suis vraiment, je m'entraîne beaucoup, puis là, je m'entraîne à chaque 2 jours, je rentraîne tout le temps le même muscle. Comment je sais que c'est assez de pause si j'ai pas vraiment de signe de courbature ou je suis pas vraiment raqué? Comment je sais que j'ai assez attendu longtemps pour réentraîner ce muscle-là? Le meilleur signe pour mesurer la fatigue de quelqu'un, c'est ses performances. Donc, si je réponds spécifiquement à ta question, si tu me dis, moi, habituellement, quand je fais du squat, j'arrive à faire 10 répétitions maximales, c'est-à-dire 10 incapacités, ou en tout cas presque incapacité d'en faire plus, avec une charge X. Je dis un chiffre comme ça, 160 livres. Ça, c'est ma performance habituelle. J'en fais 10 avec 160, puis au 10e, je le sens là, que je ne pourrais pas en faire beaucoup plus que ça. Si une journée, tu arrives au gym, tu mets ton 160, puis là, t'en fais juste 8, puis à la 8e répétition, tu as la même sensation qu'à la 10e d'avant. Là, ta performance a diminué. C'est un signe de... C'est ça le signe ultime de fatigue. Okay. Et non pas tes sensations. Okay. Ça arrive souvent. Vous l'avez sûrement expérimenté. Tu arrives une journée au gym, tu te dis « Ah, je suis fatigué. C'est sûr que je ne serai pas capable aujourd'hui. » Tu arrives, boum, tu fais des choses. Puis même des fois, tu fais mieux que ce que tu fais habituellement. Donc, c'est pas la sensation qui compte, c'est la performance concrète. Si ton muscle est fatigué, sa performance va diminuer. Puis là, tu vas avoir la preuve que tu es fatigué, qu'il y a une fatigue musculaire, neuromusculaire. Si tu te sens fatigué, tu files fatigué, mais ton muscle est capable de générer les mêmes performances qu'avant, tu as une fatigue peut-être mentale, tu as peut-être une baisse de motivation, mais ton muscle, lui, il te donne ce qu'il te donne d'habitude, ou même plus. Donc, lui, il n'est pas fatigué. Puis, est-ce qu'on va... Parce que là, juste faire un parallèle avec le recrutement d'unités motrices, là, est-ce qu'on pourrait aussi s'attendre à être raqué après un entraînement est-ce que le recrutement d'unités motrices serait plus endurance, de ce que je comprends, ou ça... Pour recruter plus d'unités motrices, faut générer plus de force. Donc, c'est quand on lève des charges lourdes, de plus en plus lourdes, qu'on recrute de plus en plus d'unités motrices. Puis est-ce que, mettons que si je suis raqué après ce type d'entraînement-là, ça veut dire que j'ai comme manqué mon coup parce que je devais pas justement avoir des courbatures? Non, ça veut dire que tu n'étais pas habitué à ces charges-là ou à cet exercice-là. Tu sais, si tu fais de l'entraînement de force, habituellement, toujours avec un squat, puis un jour, tu fais du deadlift en force, ben tu vas être courbaturé parce que c'est nouveau. La sollicitation est différente et donc, ça va générer une courbature. C'est vraiment l'inhabituel. Mais au fond, c'est quoi une courbature? Une courbature, ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, même moi, quand j'ai été formé, on disait la courbature, c'est des dommages aux fibres musculaires. C'est des dommages intramusculaires, des micro-lésions dans la fibre musculaire. Donc, on disait c'est les unités contractiles du muscle qui sont affectées. De plus en plus, la littérature nous parle de ces dommages-là sont plutôt dans les enveloppes musculaires. Ça ne change pas grand-chose dans la vraie vie, mais c'est intéressant pour les spécialistes de se rendre compte que, OK, on a trouvé ou on connaît mieux le site de la douleur, de la courbature, qui ne vient pas nécessairement de la fibre contractile, mais des enveloppes musculaires. Mais ça revient au même, c'est des dommages, c'est des lésions, c'est de la micro-inflammation, mais on sait plus où est-ce qu'elle se situe, c'est-à-dire dans l'enveloppe des muscles ou dans l'enveloppe des fibres, plus que dans la fibre elle-même. Mais ça nous amène à la même conclusion. Quand j'ai ça, j'ai une certaine fatigue, j'ai une baisse de performance et donc, il faut que je me repose. Puis, de ce que je comprends, les courbatures, c'est en fait quand ton corps n'est pas habitué de faire quelque chose, après ça, il est comme « wow, genre, je n'étais pas habitué ». Ouais. Est-ce qu'un échauffement avant cet entraînement-là, l'étirement ou quelque chose peut justement faire en sorte que je vais avoir moins de courbatures post-entraînement? absolument pas. L'hydratation. Ça, c'est tout ça. Le pickle juice. Non. Là, il faut distinguer d'une crampe et une courbature. La courbature, on ne peut pas tant la prévenir. À part que de dire, si tu veux jamais te courbaturer, fais toujours la même chose, tu ne seras jamais courbaturé. Donc, tu ne fais rien d'inhabituel, ton corps est adapté, tu ne seras jamais courbaturé.
Maintenant, si tu fais quelque chose de nouveau, tu vas l'être. Donc, c'est dur de la prévenir. Ce serait de dire, je fais tout le temps la même chose. Puis, quand je dis la même chose, c'est même, je change rien. Là. Je fais pas plus de répétitions, je lève pas plus lourd, je change pas mes repos. Tu sais, je fais rien de nouveau. Ça va me prévenir des courbatures. Okay. Ça fait partie du processus parce qu'il faut apporter de la variété quand on s'entraîne. Et donc, si on apporte de la variété, ben, on s'attend à avoir des courbatures. Fait qu'on ne peut pas tant les prévenir, puis on ne peut pas non plus dire si je fais quelque chose après ma séance, ça va enlever mes courbatures parce que la séance a créé ces dommages, a créé le stress musculaire sur les enveloppes musculaires, sur les enveloppes des fibres musculaires. Puis, le stress, il est causé. Alors, le processus s'enclenche. C'est un processus inflammatoire, micro-inflammatoire. J'ai créé le stress, j'ai créé les dommages. Ça s'enclenche après. Donc, vous savez, là, un processus inflammatoire, des fois, il y a un délai. Puis là, c'est le lendemain que je commence à le sentir. 48 heures après, c'est encore plus. C'est un processus inflammatoire. Mm-hmm. Je peux pas tellement le réduire. Si je prends un bain de glace, je réduis l'inflammation, ça va me faire du bien. Mais le processus est quand même enclenché. Je peux juste réduire son amplitude, par exemple, avec de la glace, parce qu'on sait que le froid réduit le processus inflammatoire. Donc, je peux baisser un peu l'amplitude, mais le processus est là quand même, il est enclenché. C'est le temps qui va faire la différence, en fait. L'étirement, ça ne change rien. Tu as créé des dommages. Même si tu t'étires fort, tu vas augmenter les dommages. Tu sais, j'ai pas l'habitude de m'étirer, puis je m'en vais faire une grosse séance de stretch après une séance, puis j'étire vraiment au max, puis je tiens longtemps mes stretches. C'est encore du nouveau. Ça augmente mes courbatures. C'est quoi le rôle des étirements dans l'entraînement? L'étirement sert à augmenter la flexibilité. Je pensais ça. Ça enlève pas les courbatures. On s'étire pour augmenter ou maintenir sa flexibilité. Mais est-ce que c'est important d'avoir un certain niveau de flexibilité? Tu sais, quand on a... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Si je fais un sport où la flexibilité est un déterminant, oui. Si je fais de la gymnastique, oui. Si je fais du ballet, oui. Mais si je suis un sprinteur, ce que j'ai à faire, c'est lever ma cuisse parallèle au sol, déposer mon pied à une certaine amplitude. C'est rare les gens qui n'ont pas l'amplitude pour faire ça. Mm-hmm. Donc, si j'ai des problèmes d'amplitude dans les amplitudes que je dois atteindre dans mon activité, oui, je veux l'augmenter. Et... je veux aussi ne pas en perdre, mais on survalorise parfois, je dis bien parfois, le rôle de la flexibilité. C'est pas si important si j'ai pas de problème majeur au niveau de ma flexibilité et surtout si je fais pas un sport où c'est déterminant la flexibilité. Les sports un peu imprévus, tu sais, comme le soccer, le football, où tu cours, puis il n'y a rien qui est organisé, par exemple. Puis parfois, tu peux être amené à faire justement soudainement une amplitude articulaire extrême. Oui. Est-ce que dans un but de prévenir les étirements musculaires, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les équipes? C'est super intéressant parce que ça, c'est pas une question de flexibilité, c'est une question de force à une amplitude élevée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je suis fort, je le fais ici en geste pour qu'on comprenne bien, si je suis fort avec cette amplitude-là, ça ne veut pas dire que je suis fort quand mon muscle est plus étiré à cet angle-là. Donc, au contraire, pour prévenir les blessures, il faut être fort à différents angles. Donc, même les angles d'amplitude. Mais ces angles d'amplitude-là ne sont pas des angles d'amplitude extrême, d'amplitude surdimensionnée. Tu sais, faire ça, c'est une amplitude normale. C'est juste que je ne suis pas nécessairement fort à cet angle-là parce que je m'entraîne toujours à cet angle-là. Donc, ce qu'on fait, c'est, pour prévenir les blessures, c'est une question, certaines blessures, là, d'élongation par exemple, c'est souvent un manque de force à un angle où mon muscle est plus étiré, mais ce n'est pas une amplitude extrême. Mm-hmm. Puis justement, pour plonger un peu là-dedans, toi qui es préparateur physique là, des carabins, là, puis je pense qu'à moi qu'on est une autruche, là, l'équipe fonctionne quand même assez bien maintenant. Là, fait que, tu sais, je me demandais comment que toi, tu gérais ça pour la préparation physique, pour les blessures, tu sais, du football, plusieurs positions, plusieurs types de préparation physique. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que one size fits all pour justement prévenir les blessures physiques dans une équipe de football comme toi, tu travailles?
là, il y a quelque chose qui se passe dans le milieu des sports de puissance, les sports où il y a de la course, où il y a du sprint. C'est une explosion des élongations musculaires aux ischio-jambiers. Il y a vraiment... Ça, c'est tout sport, tout niveau confondu, tout sport où il y a du sprint, où on doit courir vite. Il y a une explosion des claquages. J'ai vu l'évolution. Ça fait longtemps que j'entraîne des athlètes dans des sports comme ça. Puis on voit vraiment qu'il y en a plus qu'avant. Donc, on essaie de voir comment on peut réduire le nombre de claquages. C'est la blessure la plus courante, là, tu sais. Ça, puis les épaules, c'est les deux plus courantes, en tout cas en football américain ou canadien. Fait qu'on cherche beaucoup à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le nombre de claquages. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça augmente? Bien, c'est ça qu'on cherche. Puis on est encore dans la recherche. Il y a certaines réponses qui sortent sur... Maintenant, on met plus de volume dans l'entraînement qu'avant. Tu sais, un joueur de football d'aujourd'hui, il s'entraîne beaucoup plus qu'un joueur de football il y a 30 ans. Mm-hmm. Okay? Il y a 30 ans, tu faisais 2-3 petites séances, puis tu faisais des pratiques, puis tu allais jouer au football. Aujourd'hui, tout est encadré, puis on fait 4-5 séances de muscu par semaine, puis on fait des séances de sprint et agilité, on fait des pratiques de foot. Est-ce que vous faites du yoga? On fait pas de yoga. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une séance de yoga libre à l'Université de Montréal. Là, je parle pour le programme des Carabins. Il y a une séance de yoga libre une fois par semaine dans notre programme hors saison. Libre, donc on y va si ça nous tente? Oui, c'est ça. Ah. C'est ça. On l'offre librement aux athlètes qui veulent. Puis, cette séance-là vise pas, faut faire attention, elle vise pas à augmenter la flexibilité parce qu'on n'a pas besoin de tant de flexibilité au football. On a besoin d'être fort à des grandes amplitudes. C'est différent. Mais c'est plus une séance qui va aller chercher de la pleine conscience. C'est plus mis dans un programme de préparation mentale plus que physique. Donc, pleine conscience, relaxation, diminution du niveau de stress. C'est dans ce cadre-là qu'on insère le yoga, puis pour l'instant, c'est libre. Mm-hmm. On a des séances de récupération qu'on fait le lundi en saison. Donc ça, c'est une autre chose qu'on fait. Je travaille conjointement avec la préparatrice mentale où on fait une séance qu'on appelle de récupération. On joue le samedi, dimanche, ils ont repos. Avant de reprendre l'entraînement, on fait une séance un peu plus légère où là, il y a un peu de travail physique et un peu de travail mental par une séance qui s'apparente au yoga où la préparatrice mentale va faire de la pleine conscience, de la diminution de stress et tout ça. Donc, ça, on est quand même fiers parce qu'on est, je pense, des pionniers là-dedans, là, d'intégrer ça dans la préparation des athlètes. Mais là, on a dévié, mais la question originale, c'était quoi? Les claquages. Ah oui, c'est ça, les claquages. Bon, les claquages, dans les éléments de réponse, il y a le fait que les athlètes s'entraînent plus. On a plus de demandes envers eux. T'sais, ce qui, avant, était correct, 2 pratiques par semaine, 2 muscu par semaine, maintenant, c'est plus correct. Parce que le niveau a augmenté. Le niveau universitaire, là, c'est le dernier niveau avant les pros. Là. Donc, les athlètes universitaires s'entraînent comme des professionnels. Là. On a plus de demandes envers eux. Ils font 4, 5 muscu par semaine. Ils font 3 séances de course, vitesse et agilité. Ils font du football aussi, des séances spécifiques de football. Donc, il y a plus de demandes. Donc, à un moment donné, le muscle, il a une certaine capacité. Là. Il ne peut pas accepter n'importe quelle charge, mais comme ça. Ça, c'est un élément de réponse. Moi, l'autre hypothèse que j'amène, puis j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je réfléchis à ça, c'est que maintenant, on reçoit les athlètes, la génération d'athlètes qui a le moins bougé à un jeune âge. Quand je vous parlais tantôt de vécu moteur puis de vocabulaire moteur, on commence... Tu sais, un athlète qui a aujourd'hui 20 ans, qui arrive à l'université, qui a 20 ans, ça veut dire qu'il est né en 2005, il est né avec un écran. Alors qu'un athlète qui est né en 98, il n'est pas né avec un écran. Donc, les athlètes d'aujourd'hui ont vécu une enfance qui est différente qu'un athlète qui a vécu son enfance dans les années 90. Dans les années 90, ben, t'allais jouer dehors. C'est ça que tu faisais quand t'étais jeune. T'allais jouer dehors, t'allais au parc, tu grimpais, tu faisais des courses avec tes amis. C'est qui court le plus vite? J'ai des nouveaux souliers. Puis ça, c'était le vécu d'un enfant dans les années 90.
Le vécu d'un enfant qui est né en 2005, ben, il y a un peu plus d'écran. Il passe beaucoup de temps sur son écran. Il joue beaucoup moins dehors. Donc, est-ce qu'on a commencé à avoir des athlètes qui ont moins de vocabulaire moteur, qui ont moins sprinté étant jeunes, qui ont moins grimpé, puis c'est un des facteurs qui contribue à l'augmentation de ce type de blessure-là. C'est une hypothèse. Mais je pense qu'il y a un élément de réponse là-dedans, plus les demandes qu'on a augmentées envers les athlètes. Puis, toute blessure on appelle ça en anglais les blessures, en français, les blessures sans contact, non-contact injury, c'est souvent dû à une augmentation trop brusque de la charge d'entraînement. Donc, on va voir ça souvent chez un athlète qui n'a pas assez bien récupéré versus la charge qu'on lui a donnée. Toute charge d'entraînement peut être correcte s'il y a le repos qui concorde avec. Donc, les claquages aujourd'hui, avec toutes les demandes qu'on a envers les athlètes d'en faire plus, ben ils n'ont pas le repos qui va avec cette charge supplémentaire-là. T'sais? Parce que l'athlète d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? L'athlète universitaire d'aujourd'hui, il s'entraîne beaucoup, plus qu'avant. Il va à l'école, puis il travaille. Il n'y a presque aucun joueur des Carabins qui n'a pas aussi une job. Donc, là, ça devient vraiment différent d'avant. Là. Avant, tu faisais ton petit sport, puis tu faisais quelques séances par semaine, c'était beau. Là, tu en fais beaucoup plus qu'avant. Tu vas à l'école et tu travailles. Il y en a qui travaillent 20 heures, 30 heures semaine en plus de tout ça. À un moment donné, il n'y a plus de récupération. Fait que là, le muscle, sa capacité à supporter toutes ces charges-là est déficiente. Donc, il manque de récupération. Le muscle se blesse par une blessure de non-contact. Puis, mettons, vous qui êtes préparateur physique, je me demande, là, de ce que je comprends pour les blessures qui sont plus communes, c'est-à-dire le claquage, ben, tu sais, j'imagine aussi, vous devez travailler la force. De ce que je comprends, il y avait aussi une mauvaise proportion de la force n'est pas super bonne à une certaine élongation du muscle. Oui. Fait que j'imagine que vous devez aider les athlètes à gagner ce gain de muscle-là dans des... Ce gain de force-là à des grandes amplitudes, oui. C'est pour ça qu'entre autres, on va demander toujours de faire les exercices avec la plus grande amplitude possible. C'est pas nécessaire d'être plus flexible, mais c'est de dire, ben, si je fais par exemple un dumbbell press, à moins d'avoir une blessure là, ou une condition qui m'empêche d'y aller, mais je vais aller faire mon mouvement dans une grande amplitude pour qu'il y ait un gain de force à ces amplitudes-là. Si je suis un joueur de ligne puis je bloque quelqu'un, puis là, mon bras s'en va là, ben, il faut que j'ai la force à cet endroit-là. Si ma force est insuffisante à cette amplitude-là, c'est là que le muscle ne peut pas se protéger et se contracter avec assez de force pour contrer la force externe où est-ce que le gars part avec mon bras. Donc, il faut être fort à différentes amplitudes et pour ça, il faut y aller dans ces amplitudes-là. Fait que le mythe de ne pas faire d'entraînement musculaire, de jamais aller en hyper-extension, puis ce serait comme faux. Tu sais, j'avais entendu ça. D'aller dans l'amplitude permise par l'articulation, c'est ça qu'il faut faire. Puis là, de ce que je comprends, fait qu'on fait ça pour le claquage. Puis vous, en tant que préparateur physique, je me demandais, c'est quoi les autres choses que vous prenez en compte justement pour prévenir les blessures? Parce que c'est vraiment ce que nous, ce que Dr. Nou aussi voit beaucoup quand que ça se rend à la blessure, justement. Puis qu'il faut avoir une chirurgie. Je me demandais, c'était quoi la préparation physique? Ben, nous, on mise beaucoup. Là, on a instauré beaucoup de programmes de suivi. On appelle ça le suivi de la charge d'entraînement. Donc, on essaie de répertorier, monitorer l'état des athlètes. Parce que c'est ça qu'on a vu. On sait, dans la littérature, on sait qu'un changement brusque de la charge d'entraînement versus la récupération qui serait nécessaire pour cette charge d'entraînement-là, si elle est insuffisante, c'est là qu'on se blesse. Donc, on répertorie ça. Les athlètes ont des questionnaires à répondre 4 fois par semaine, même s'ils ne m'aiment pas pour ça parce que c'est redondant. Mais on répertorie puis on monitore leur niveau de fatigue, leur niveau de stress, leur niveau de douleur 4 fois par semaine. Puis on essaie de screener puis d'identifier les athlètes qui sont trop fatigués puis qui auraient besoin de repos parce que c'est pas l'athlète qui va prendre lui-même son repos. Lui, il va juste faire « On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, il faut que je le fasse. » Ouais. C'est ça les demandes de mon sport, donc je vais le faire. Mais nous, on essaie d'identifier par les questionnaires, dire « OK, là, moi, je peux aller voir individuellement l'athlète puis dire « On a vu les réponses à ton questionnaire. Toi, on donne la permission de prendre un repos. Puis tu ne seras pas pénalisé, tu ne seras pas jugé parce que tu n'as pas fait le nombre de séances, parce que c'est nous qui t'avons dit, tu prends un repos. Ou
À ce niveau-là, le repos, des fois, il faut faire attention. On va réduire ton entraînement. Toi, aujourd'hui, comparativement aux autres, tu fais juste 2 séries. Tu n'en fais pas 4. Fait que là, au moins, l'athlète, il dit comme, OK, je réduis ma charge d'entraînement parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je récupère plus. Mais je peux m'entraîner quand même. C'est juste qu'on m'a réduit ma charge, mais au moins, je ne suis pas comme mis à l'écart. Donc, tu vas faire moins de séries. Ça, c'est la façon la plus facile de modifier un volume d'entraînement, c'est juste réduire le nombre de séries. Les autres en font 4, toi, tu en fais juste 2. Fait que ton entraînement, il va durer la moitié du temps des autres. Bien, tu vas pouvoir avoir moins de stress, puis tu vas pouvoir aller récupérer pendant ce temps-là. Puis, ben, si je reste dans les blessures, tu sais, on parle beaucoup de blessures de surusage, mais il y a aussi les blessures plus aiguës, tu sais, les déchirures ligamentaires, tu sais, qui entraînent vraiment un arrêt de sport forcé. C'est quoi la place de la préparation physique quand on a cette blessure-là? Parce que souvent, les athlètes, leur monde, leur vie, c'est beaucoup centré sur l'entraînement. Donc, par exemple, moi, je les vois, je leur annonce tu as une déchirure de ligament croisé, tu peux plus faire de football pendant 2 ans. C'est la catastrophe. Mais la réalité, il y a des choses à faire quand même. Bien sûr. On leur empêche de faire certaines activités, mais moi, j'essaie de leur dire que c'est comme un moment justement pour aller travailler d'autres choses que peut-être qu'ils n'ont jamais pris le temps de travailler. Comment tu vois ça? Clairement, en réadaptation sportive de performance, on dit toujours, t'entraînes tout ce que tu peux entraîner malgré la blessure. Donc, si j'ai une blessure au ligament croisé antérieur, une déchirure, si je suis en post-chirurgie, je vais chercher à voir c'est quoi toutes les choses que je peux faire en fonction de la condition. Donc, j'ai le droit de faire du vélo, j'ai le droit de faire du haut du corps, j'ai le droit de faire des exercices de jambes, mais certains exercices pour les membres inférieurs. Donc, tout ce qui peut être fait, on va le faire. On va faire tout sauf l'inactivité. Là, c'est la pire chose. Donc, on veut maintenir la masse musculaire, on veut maintenir un certain niveau de force pour permettre justement un retour au jeu où on a une réduction des risques d'avoir une récidive. Parce que la récidive, c'est ça, c'est je reviens au jeu, mais j'ai plus la même masse musculaire qu'avant. J'ai plus la même force qu'avant parce que je me suis sous-entraîné pendant cette période-là. Puis là, je reviens, les demandes du sport sont les mêmes et je me reblesse. Donc, tout est fait pour maintenir le plus possible les capacités des choses qu'on peut garder. Puis est-ce que tu as déjà vu justement des athlètes qui avaient un certain niveau de performance, qui ont été blessés puis qui ont travaillé extrêmement fort sur toutes ces autres compétences-là, qu'ils n'avaient pas le temps de travailler, puis quand ils reviennent, ils sont carrément meilleurs? Meilleurs, oui. Oui, ça, on voit ça. Parce que des fois, c'est des prises de conscience qui se font quand on est blessé, tu sais. Les bons athlètes vont se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça a augmenté mon risque que je me suis blessé? Puis là, c'est là qu'ils conscientisent puis disent, OK, c'est vrai, je faisais pas ça, je me reposais pas assez, j'en faisais trop, et ainsi de suite. Donc, quand ils font cet ajustement-là, puis ils font cette analyse-là de ce qu'ils faisaient, qui les a amenés probablement à la blessure, mais des fois, ils deviennent meilleurs parce qu'ils comprennent que c'est pas nécessairement d'en faire plus, mais je dois faire mieux. Je dois mieux gérer ce que je fais. Je dois me reposer plus. Je dois faire des séances moins longues, mais plus intenses, plus efficaces. Puis ça amène des fois un athlète à être meilleur. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus, là, sur... Dès qu'un athlète se blesse, je lui demande toujours « Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu t'es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? » C'est vrai, ces temps-ci, je travaillais de nuit, tu sais, puis j'étais hyper fatigué. Je le sens, j'étais moins vigilant sur le terrain, tu sais. J'ai mal réagi. Donc, il y a toujours une question de « Qu'est-ce que tu penses qui a favorisé ta blessure? » Puis on va aller jouer là-dessus. Puis les questionnaires qu'on fait, c'est ça que ça nous amène. C'est qu'on peut avoir les réponses de chaque joueur, puis on essaie de cibler chez qui on doit intervenir. Les joueurs, des fois, vivent des choses, puis à la suite du questionnaire, on parle aux joueurs. C'est un outil de communication. OK, tu nous as mis, tu as une fatigue de 8 sur 10. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Oh, mortalité dans la famille, monétairement, je suis obligé de faire des chiffres de nuit et tout ça. Fait que tu apprends sur le joueur, puis tu te dis, OK, mais on peut pas te demander la même chose que le joueur qui travaille pas, puis c'est ses parents qui payent ses études, tu sais. Fait qu'on fait ces ajustements-là, mais si on n'a pas les questionnaires, on a 100 joueurs de football dans les carabins, puis on n'a aucune idée de la réalité de chacun, puis on s'étonne pourquoi un tel s'est blessé alors que ça fait 3 nuits de suite qu'il travaille, tu sais. Alors, on essaie de travailler le moins en moins dans le vide, puis
connaître la réalité de chacun. Là. Fait que dans le fond, le but, c'est vraiment d'individualiser chaque entraînement à la personne. Puis je pense que ça fait vraiment beaucoup de sens. Oui, c'est plus individualiser les demandes. Parce que c'est pas vrai que quand tu entraînes 100 joueurs de football, tu peux vraiment faire 100 programmes différents. Mm-hmm. Mais tu peux facilement modifier les demandes. Mm-hmm. Parce que les joueurs, ils ont vraiment de la difficulté. En tout cas, nous, dans notre programme, là, où est-ce qu'on est vraiment très à cheval sur remplis tes tâches, tu sais. Mm-hmm. Mais remplir tes tâches en fonction de ce qu'on te dit. Nous, on peut te dire, toi, ta tâche, c'est de te reposer. Puis si tu le fais, tu as rempli tes tâches. Parce que c'est nous, on t'a dit de te reposer parce que tu as besoin de te reposer. Ou tu as besoin de faire une séance de 30 minutes au lieu d'une séance de 1h15. Tu sais. Donc, ça permet plus de mieux gérer l'entraînement, la quantité d'entraînement ou la quantité de demandes qu'on met sur un joueur en fonction de sa réalité. Il ne fera pas un programme totalement différent. Il va faire moins en volume que les autres. Parce qu'il y a une réalité qui exige qu'il en fasse moins. Ça, c'est classique. Hein? Les athlètes, c'est les pires personnes pour s'écouter, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour gérer eux-mêmes le volume qu'ils peuvent s'administrer. Et il y a certains sports qui sont pires que d'autres. Moi, honnêtement, pour travailler en football, c'est les athlètes qui sont les plus exigeants envers eux-mêmes. Là. Les exigeants, il faut remplir les exigences. T'sais, la musculation, c'est important. Puis, je veux pas être celui qui en fait moins que les autres. Je veux pas être celui qui a l'air d'être paresseux. Donc, ça, il faut vraiment travailler. Il y a des sports où on n'a pas tant besoin. Il y a des sports où il faut les pousser à s'entraîner. Mais le football américain, c'est vraiment un sport où les athlètes se poussent, surtout en musculation, là, où ils se poussent, puis où se reposer ou en faire moins est vu comme un signe de faiblesse. Puis et un joueur de football veut tout sauf être étiqueté faible ou paresseux. Puis, on dirait que j'ai envie de revenir un peu sur l'échauffement puis l'activation avant l'entraînement. Juste une petite parenthèse là-dessus. C'est quoi votre take un peu sur c'est quoi l'échauffement puis l'activation avant de faire un sport ou avant de faire un entraînement? À quel point que ça l'aide à prévenir les blessures ou... À améliorer les performances. Ouais. Ça, c'est documenté. L'échauffement sert à améliorer les performances et réduire le risque de certaines blessures. Mais un échauffement n'a pas besoin de durer 2 heures pour remplir ces 2 fonctions-là. Donc, il y a 3 grandes étapes à un échauffement. C'est une activation générale. Tu te mets en action, tu actives la circulation sanguine, tu augmentes ta fréquence cardiaque. Activation générale. Activation spécifique. Tu fais des mouvements qui ressemblent à ce que tu vas faire. Donc, si je suis un joueur de tennis, je vais faire des mouvements comme je vais faire en tennis. Mm-hmm. Je fais les mouvements répétitivement pour aller solliciter les articulations que je vais utiliser. Ça, c'est l'activation spécifique. Puis après ça, on fait une réactivation. Parce que souvent, dans l'activation spécifique, on a baissé un peu notre niveau d'activation, puis on s'est concentré à faire certains exercices de mobilité. Puis avant de faire l'activité, on fait une réactivation où on réaugmente son niveau d'intensité pour être proche de l'intensité qu'on va accomplir dans l'activité. Ces 3 étapes-là, normalement, dans un échauffement de 15 minutes, on est capable de les faire. Il y a des exceptions où c'est un peu plus long, un peu plus court, mais en général, c'est ça, on n'a pas besoin d'un échauffement qui dure 1 heure, généralement. OK. Puis, maintenant, on a un petit segment mythe et réalité, là, étant donné que vous avez écrit des livres avec ce titre-là, on s'est dit qu'on allait faire un petit lien. Spécial. Ouais. Ah oui, j'adore ça. Un petit spécial pour vous. Donc, fait qu'on va finir par ça. Avant de finir, c'est sûr que est-ce que vous avez des points qu'on n'a pas discutés que vous aimeriez dire pour les jeunes, pour la population pédiatrique, là, pour quand ils vont être adultes et avoir moins de blessures? Non, moi, si les gens retiennent que les jeunes, les enfants, c'est le plus d'activité motrice possible, des trucs où on saute, on grimpe, on lance, plus d'activités motrices possible, donc des sports différents, parce qu'il y a rarement un sport qui fait tout, des sports différents. Laissez faire le coach qui dit qu'il doit être là 3 fois semaine. C'est pas vrai qu'il doit être là 3 fois semaine. Il va être là 1 fois parce qu'il fait autre chose. Puis il veut se développer généralement. Ça, puis le plaisir. Le sport, ça devrait être le fun. Si ton père te crie après ou ta mère te crie après, si ton père ou ta mère crie après l'arbitre,
le jeune a plus de fun. Il a littéralement honte de ses parents, puis il a plus le goût de faire le sport parce qu'il a honte de ses parents. Donc, le plaisir, ça devrait être le fun. Tu finis, OK, t'as gagné, t'as perdu, mais t'as-tu aimé ça? T'as-tu eu du fun à faire ça? Oui, même chose dans l'entraînement. Je vais te faire un entraînement aujourd'hui, ce sera pas de lever des poids, ça va être de tenir en équilibre, de faire un petit parcours, de lancer des balles, tout ça. Hey, c'était le fun de faire ça. Un jeune va bien mieux aimer faire ça que de lever des poids juste 10 fois dans un mouvement très restreint, tu sais. Donc, c'est juste ça que je veux qu'on retienne pour le développement moteur des jeunes. Puis on s'éloigne un peu de ça, comme je disais tantôt, avec beaucoup d'écrans. Puis c'est ça, les jeunes, c'est que soit qu'ils font de l'écran ou soit qu'ils font un sport. Tu sais, fait que c'est pas mieux. Je fais de l'écran ou je joue au baseball depuis que j'ai 4 ans jusqu'à 20 ans. C'est la seule chose que j'ai faite dans ma vie, écran ou baseball. Nous, ce qu'on veut, c'est des fois, je grimpe, des fois, je lance, des fois, je me roule à terre, des fois, je sprint parce que je fais une course contre mon ami. Donc, du développement général. Je pense que c'est un super, un très bon rappeur. Ouais. Alors, segment mythe ou réalité, est-ce qu'il faut nécessairement faire un cutting season et un bulking season pour avoir une hypertrophie? Non, l'hypertrophie, on l'a vu tantôt, la recette. C'est quoi un cutting season et un bulking season? Parce que déjà là, cutting puis tout ça, c'est des mythes. Donc, cutting, ça réfère à diminuer mon pourcentage de gras. Est-ce que c'est bien ça que tu veux dire? Ouais. Et diminuer mon pourcentage de gras, c'est pas l'exercice que je fais qui diminue mon pourcentage de gras. Il n'y a rien à faire autre que diminuer mon apport calorique versus ma dépense pour que mon pourcentage de gras diminue. Donc, pour ça, il faut dépenser plus que ce que je consomme. Et là, mon pourcentage de gras va diminuer et là, je vais être plus cut, comme on dit sur le terrain. Et il n'y a pas un exercice qui fait coter. Là. Puis, est-ce que oui, vas-y. Je suis comme... Mais mettons, parce que dans le bulking season, c'est comme quand on mange un petit peu plus, on est en excès calorique, justement, parce qu'on va avoir un gain de masse musculaire. Oui. Est-ce que c'est une mythe ou une réalité? L'excès calorique, dans une certaine mesure, favorise la prise de masse musculaire. Oui. OK. Oui. Puis mettons qu'à un moment donné, là, je veux plus avoir de masse musculaire, mais je veux juste que mes muscles paraissent. Fait que là, je diminue ma masse, mon gain calorique. Oui, c'est ça. Si je veux diminuer... Parce que ce qui fait qu'un muscle est apparent, il est saillant, c'est moins il y a de gras par-dessus. Donc, être cut, c'est pas ce que je fais qui me rend cut, c'est est-ce que j'ai du gras par-dessus mon muscle ou pas? Ouais. Et diminuer son pourcentage de gras, ça s'obtient par un apport calorique qui est inférieur à ma dépense. Parce que quand j'ai ça, mon corps va pallier la différence en utilisant le gras comme source d'énergie. Fait que de ce que je comprends, c'est au niveau de l'alimentation, c'est là que les changements seraient dans le cutting versus bulking, mais au niveau entraînement, ça serait... Dans l'alimentation et dans la dépense énergétique. J'ai besoin des deux. Il faut que je peux jouer sur les deux facteurs. Puis pour avoir des résultats, c'est mieux de jouer sur les deux. Diminuer mon apport calorique, puis augmenter ma dépense. Donc, augmenter ma dépense, ça peut vouloir dire faire plus d'activités. Est-ce que je vais insérer des séances d'entraînement cardiovasculaire pour augmenter ma dépense? Est-ce que je vais faire de l'entraînement musculaire, mais en circuit, qui augmente la dépense par rapport à un entraînement traditionnel où je fais une série puis je prends 2 minutes de pause, une série, je prends 2 minutes de pause? Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que j'augmente ma dépense. Il y a différentes façons d'y arriver, mais il faut que je dépense plus qu'avant. Puis il faut que je consomme moins que ce que je dépense. Il faut qu'il y ait un déficit pour que mon corps aille puiser dans les gras pour combler ce déficit-là. Puis là, une fois que mon corps utilise les gras, mon pourcentage de gras diminue, mon muscle ressort plus parce qu'il y a moins d'épais de gras entre le muscle et la peau qui me donne l'effet visuel. Là. Fait que de ce que je comprends, est-ce que c'est une mythe ou une réalité? Parce que si, mettons, l'objectif de la personne, c'est d'avoir un gain de masse musculaire à un certain moment, mais à un autre moment... Je comprends que ma question, c'est comme dépendant selon c'est qui veut quoi. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons que la personne veut juste un gain de masse musculaire, puis après ça, veut seulement pour le paraître, fait qu'il irait comme une certaine cutting season pour que la masse musculaire paraisse. On peut le faire par étapes ou on peut le faire un peu en même temps. Donc... je peux le faire par étapes. Dire, là, pour l'instant, je ne m'occupe pas de mon déficit calorique. Je fais juste gagner de la masse musculaire. Puis,
un des éléments qui m'aide à gagner de la masse musculaire, c'est avoir un léger surplus calorique. Donc, je fais ça pour l'instant. Puis après ça, si je veux un autre objectif esthétique, de dire, ben là, j'aimerais ça avoir moins de gras, puis là, je vais me concentrer là-dessus. Donc, je peux le faire en 2 étapes différentes. Comme il y a des gens qui se disent, ben moi, je veux les 2 en même temps. Je veux gagner de la masse musculaire, puis je veux pas prendre du gras. Mm-hmm. Ça va être les 2 mêmes choses. C'est dire, il faut que j'ai une balance énergétique neutre ou déficitaire. De dire, je vais soit manger à peu près également à ma dépense, ce qui fait que je vais pas prendre du gras, ou je vais quand même m'entraîner musculairement assez fort, mais avoir quand même un léger déficit calorique, ce qui fait que je vais être capable de gagner de la masse et diminuer mon pourcentage de gras. Ça pourrait être moins optimal que de le faire séparément, où je me concentre sur chaque chose, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup d'athlètes, par exemple en CrossFit, qui gagnent de la masse musculaire puis qui restent avec des pourcentages de gras très faibles. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de musculation, mais ils ont une dépense énergétique qui surpasse, ou en tout cas qui est égale à leur apport. Fait que de ce que je comprends, c'est pas nécessairement un mythe, mais c'est pas nécessairement une réalité, dans le sens que tu peux faire un cutting, puis tu peux séparer ça en 2 étapes, ou tu peux le faire en même temps. Exactement. Mais si tu le fais en même temps, ça se peut que tu sois moins optimal dans chacun des objectifs. Ça, faut le considérer, ça. Dans le sens où, si tu es en déficit calorique, tu vas prendre un peu de masse musculaire quand même, mais moins que si tu es en surplus. Donc, tu vas avoir les 2, mais moins optimalement que si tu te concentres à appliquer la recette parfaite de chacune des étapes. Prochaine question. Faire des suicides avant un entraînement. Suicide, vous savez c'est quoi? Oui, je sais c'est quoi. Et j'aime pas le nom. Oui, c'est vrai qu'on devrait... faire des suicides avant un entraînement est un bon moyen pour la discipline de mon équipe et pour avoir un gain d'endurance cardiovasculaire. Ouais, donc pour les gens qui nous écoutent, les suicides, c'est de faire des allers-retours. Généralement, c'est en course, là, quand on fait des allers-retours. Un premier aller-retour plus court, un deuxième aller-retour plus long, et ainsi de suite. Donc, c'est un entraînement énergétique là, qui est quand même exigeant. C'est une façon d'améliorer ses capacités. Est-ce que c'est la meilleure? Pas nécessairement. Ça dépend qu'est-ce que je veux comme résultat. Si je veux courir un marathon, c'est évidemment pas la meilleure façon d'y arriver. Si mes allers-retours durent, je sais pas moi, c'est comme 1 minute d'effort, puis que je suis dans un sport où les efforts durent 1 minute, ben c'est une bonne façon d'y arriver. Mais si je fais un sport, par exemple comme le football américain, où les efforts durent 6 secondes, ben ça me donne rien d'être bon à faire un effort d'1 minute. C'est peu spécifique. Donc, il faut toujours se demander, est-ce que l'effort que je suis en train de faire ressemble à ce que j'ai de besoin? Mm-hmm. Je suis un sprinter, je fais un effort de 10 secondes à vitesse max, alors que je fais des allers-retours à 75% de ma vitesse, mais sur 1 minute, ça ne va pas m'aider. Mm. Puis, la prochaine mythe réalité, mais là, c'est des trucs qu'on a déjà parlé, que vous aviez abordé pendant le podcast, là, mais on peut enseigner, c'est répéter, là, fait qu'on va répéter. Oui. L'étirement après un entraînement réduit le temps de courbature. Zéro processus inflammatoire qui s'est enclenché par l'entraînement qu'on vient de faire. Ce qui réduit le processus inflammatoire, on le sait, c'est le froid. Ça peut aider. Mais l'étirement, ça ne change rien. Le bain froid réduit le temps de courbature après un entraînement. Oui. C'est pas magique. Là, faut faire attention parce que là, il y a des gens qui vont dire non, ça fait pas de différence. Ça fait une petite différence. C'est pas magique. C'est pas wow, c'est sensationnel, mais ça réduit un peu le temps de courbature et l'intensité des courbatures parce que ça réduit l'inflammation et les courbatures, c'est un processus de micro-inflammation. Donc, ça aide un peu. Est-ce que ça a un impact direct sur les performances? C'est pas parce que j'ai réduit les sensations de courbature que mon muscle, nécessairement, il va mieux performer. J'ai baissé un peu l'inflammation, mais le dommage et la fatigue engendrée est encore là. Donc, ça joue sur les sensations beaucoup et pas tant sur la performance directe. La barre à squat et le deadlift devraient être évités à tout prix chez les enfants car les risques de blessures sont trop élevés. Faux. On
on doit apprendre aux jeunes. Ça, on dit ça si on les laisse tout seuls. Tu sais, si tu laisses tout seul des jeunes dans un gym, tu te dis aller faire des squats puis des deadlifts, c'est sûr que le risque de blessure est élevé. Mais s'ils sont encadrés, au contraire, il faut qu'ils sachent faire un bon squat. C'est une position anatomique de base. C'est de ça que je parle quand je dis le vocabulaire moteur. Un jeune doit être capable de plier ses genoux, de se baisser sans lever ses talons, par exemple. Ça s'appelle un squat. Mais il faut y apprendre. Est-ce qu'on va y mettre 600 livres sur les épaules? Bien sûr que non. Mais apprendre le geste avec une charge légère, c'est souhaitable, justement. Un deadlift, c'est se baisser pour lever une charge. On fait ça dans notre vie, en général. Donc, c'est pas dangereux. C'est mal le faire qui est dangereux. Donc, un jeune qui est bien encadré, puis on lui montre de façon motrice comment faire le geste, c'est justement ça qu'on veut. Dans le deadlift, dans le squat, dans le press, comment on press pas avec les coudes ici, on leur montre le vocabulaire de base. Puis là, au contraire, on diminue le risque de se blesser. C'est justement ça qui nous mène à croire qu'il y a plus de blessures, c'est qu'ils n'ont plus ce vocabulaire-là. Ils ne savent plus faire les choses de base parce qu'ils l'apprenaient un peu ludiquement avant, par eux-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Pour un enfant, il faut boire avant d'avoir soif, car le sentiment de déshydratation n'est pas fiable. Pour les enfants et pour les adultes, on est revenu. Il y a des changements dans la littérature sur ces recommandations-là. Là, on est revenu à les signaux. On suit nos signaux de soif. Ils sont en général très fiables. On a soif. Il y a physiologiquement des indicateurs qui nous disent qu'il faut boire, puis c'est là qu'on boit. Il y a eu une époque où on disait bois même si tu n'as pas soif. 3 litres d'eau par jour. C'est ça. On peut boire trop aussi. Donc, en général, si on se fie à ces signaux, on ne peut pas se tromper. T'sais. Le corps a des excellents mécanismes pour nous indiquer que c'est le temps d'augmenter le niveau d'hydratation. T'sais. On se met à avoir soif, on a le goût de boire de l'eau, ben on en boit. T'sais. Normalement, si tu n'as pas soif, il n'y a pas un besoin si urgent de boire. Donc, on s'est éloigné parce que ça a été populaire, là, il n'y a pas si longtemps, du bois avant d'avoir soif. On s'est éloigné de ça. J'avais comme notion, justement, que chez les adultes, c'est vrai, on suit les signaux, mais chez les enfants, justement, étant donné que des fois, chez les enfants et les personnes âgées, leurs signaux de déshydratation sont peut-être un peu moins fiables que chez les adultes. Fait que, tu sais, puis au lieu de leur donner de l'eau qu'ils voudront pas boire, on leur donnerait des boissons qui goûtent un petit peu mieux, là, comme Gatorade, là, tu sais, là, je pense parce qu'on est allé au Jeu du Québec pour faire des kiosques de prévention des blessures, puis justement, il faisait tellement excessivement chaud, là, c'était en fin juillet, puis les enfants, on dirait, s'ils buvaient pas, j'étais comme, ils vont faire des coups de chaleur. Ouais. Ben, faut juste rester attentif, parce que même un enfant, là, quand il a soif, il va le dire qu'il a soif puis il veut boire de l'eau, tu sais. Ouais. Puis des fois, c'est même les entraîneurs. Tu sais, on a tendance à dire, ben non, c'est vieux, ça se fait plus. Moi, genre, il y en a encore, là. Tu bois pas de l'eau, il y a un temps pour boire, puis tu bois pas tant que c'est pas le temps de boire, tu sais. Si l'enfant, il a le goût de boire maintenant, ben c'est là qu'il faut qu'il boive, tu sais. Donc, même les jeunes, quand ils ont soif en général, ils vont dire « je veux boire de l'eau, je veux boire le Gatorade ». Ça se peut qu'ils préfèrent le Gatorade, mais peu importe, il y a besoin de s'hydrater. Fait qu'il faut surveiller les jeunes qui, comme tu dis, n'ont pas des bons signaux ou ne sont pas à l'écoute plutôt de leurs signaux de soif. C'est plus ceux-là qu'il faut surveiller. T'sais. Tous les jeunes boivent régulièrement, puis t'en vois un que lui, de toute la pratique, il n'a pas bu d'eau, ben c'est lui qu'il faut aller voir puis lui dire ben il faudrait peut-être que tu t'hydrates. Mais en général, tu sais, ils manifestent qu'ils ont, tu sais, j'ai faim, j'ai soif, tu sais, comme. Je pense que c'est ça. C'est rare les enfants là, qui vont à l'encontre de ça. Mais ça se peut. Dans un groupe, ça se peut qu'il y en ait. Puis il faut rester attentif à ceux-là qui, hey, comment ça que tous tes amis ils boivent, toi tu bois jamais. Non, ouais, faut aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'inculqué que ses parents ils ont dit ben tu sais tu bois pas d'eau, c'est un signe de faiblesse ou peu importe. Je vous le dis, ça existe encore, mais si on pense que ben non, ça c'était dans le temps, ça existe encore, j'en vois beaucoup encore. Donc c'est plus ça qu'il faut rester attentif là. Ceux qui sont
marginalisés par rapport aux autres qui vont manifester là, sans aucune gêne qu'ils ont soif, ils ont faim, ils sont fatigués, je suis tanné, ils vont le dire. Super intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Puis surtout, je pense qu'on a fait un bon épisode, là, vraiment intéressant de vous avoir eu sur le podcast. Non, vraiment intéressant. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est le fait de développer son vocabulaire. Moteur. Ouais, on en a beaucoup parlé dans d'autres épisodes. Je pense que ça revient, c'est un sujet récurrent. On est définitivement contre la spécialisation sportive précoce. C'est ça. Et ici, on a encore parlé de ça, mais de façon encore plus précise, je trouve. Donc, c'était vraiment ultra intéressant. Il faut vraiment se centrer sur pas ce que le parent veut, mais ce que le jeune veut. Tu veux quoi? Tu sais, t'aimes-tu ça jouer au basket? T'aimes pas ça? Ben, on va faire autre chose. Pas, moi, j'aime le basket, puis j'aimerais ça que tu sois bon là-dedans. Là, donc ça, puis les forcer à aller jouer dehors. Il faut qu'ils jouent dehors. Il faut qu'ils lâchent les écrans. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais il faut que nos jeunes jouent dehors. Il faut qu'ils sprintent. Il faut qu'ils fassent des expérimentations physiques par eux-mêmes. Puis il y en a de moins en moins, malheureusement. Oui, mais en tout cas, un grand merci d'être venu nous voir sur le Sideline. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.